Chers amis, bonjour. Avec mes collègues Mathilde Androuet et Pascal Pierrat, nous souhaitons aujourd'hui aborder un sujet sensible et essentiel, les violences sexuelles faites aux femmes, et en particulier l'évolution de la définition du viol autour de la notion de consentement. En France, une réforme a été votée récemment. Au Parlement européen, certains veulent imposer une définition commune du viol fondée sur l'absence de consentement. Notre objectif ici n'est pas de polémiquer, mais de comprendre ce qui est en jeu pour mieux protéger les victimes. Pascal, je te laisse expliquer le cadre juridique. Merci Catherine. Jusqu'à présent, le viol était défini autour de 4 notions: la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Ce cadre permettait aux juges de prendre en compte des situations comme la sidération, la peur ou la vulnérabilité. L'affaire Pellico l'a d'ailleurs montré, la justice a, au regard de l'application de cette définition, pu condamner sur cette base. Or, la réforme introduisant l'absence de consentement comme critère central modifie profondément l'équilibre du droit pénal. En pratique, on va inverser la charge de la preuve. Ce ne sera plus à l'accusation de démontrer l'agression, mais à l'accusé de prouver qu'il n'y a pas eu d'agression car il y a eu un consentement. Comment prouve-t-on un consentement? Est-ce que ça peut être des messages, une vidéo? Pour combien de temps ce consentement sera-t-il valable? Les exemples étrangers montrent de toute façon les limites de ce type de raisonnement. Au Danemark, par exemple, l'introduction d'une nouvelle définition n'a eu aucun effet sur les violences sexuelles. Au Canada, on enregistre même plus de plaintes et moins de condamnations. En Espagne, la loi du solo si et si a conduit à des réductions de peine. En réalité, non seulement la loi française permet de poursuivre toutes les situations problématiques, mais on se rend compte qu'à l'étranger, là où ce nouveau type de raisonnement a été institué, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Merci Pascal. En effet, le consentement introduit un flou dans la juridiction, car comment prouver un consentement ou un non-consentement? Il existe à ce jour des applications telles que Legalfling, application néerlandaise pour enregistrer le consentement préalablement à un acte sexuel. Mais voulons-nous sérieusement des relations sexuelles et amoureuses consignées par des applications en ligne? Et par ailleurs, le consentement ne sécurise pas vraiment la victime. Elle devient même l'argument préféré de certains agresseurs, notamment de jeunes filles, voire de mineurs. Prenons l'exemple des Loverboys aux Pays-Bas. De jeunes hommes, souvent d'origine immigrée, charment réellement des jeunes filles, sortent avec. Et une fois amoureuses, les jeunes filles, toujours consentantes, car amoureuses, fuguent pour rejoindre leur amoureux qui devient progressivement leur proxénète. Le consentement ne protège en rien ces filles et même protégerait presque leur agresseur. Mais ne nous leurrons pas, ce débat juridique est aussi politique. Certains veulent utiliser la question des violences sexuelles pour faire avancer un projet d'harmonisation du droit pénal au niveau européen. Or, la définition du viol relève des États, c'est inscrit dans les traités. Imposer une définition européenne du viol ne protégerait pas mieux les victimes et affaiblirait la souveraineté française et son droit d'une plus grande clarté et donc d'une plus grande et plus juste protection. Nous agissons autrement. À l'Assemblée nationale, notre collègue Sophie Blanc a défendu la reconnaissance du viol en cas d'incapacité de consentir. Au Parlement européen, nous renforçons la lutte contre l'exploitation sexuelle, les mutilations, les mariages forcés, la haine en ligne et la protection des mineurs. Voilà qui est bien plus efficace. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Pascal. Ce que nous défendons aujourd'hui, ce n'est ni un slogan, ni une posture. C'est une exigence de justice et de protection réelle. Protéger les victimes, c'est garantir des médecins légistes disponibles pour ausculter les victimes à temps, des procédures accélérées, une formation adaptée des forces de l'ordre, des moyens judiciaires renforcés et des logements d'urgence pour mettre les victimes à l'abri le temps nécessaire. Protéger les femmes, c'est aussi affirmer que les criminels sexuels doivent être condamnés et que les étrangers condamnés pour violences sexuelles n'ont pas vocation à rester en France. Enfin, c'est refuser les hypocrisies, celles qui réclament toujours plus d'immigration, celles qui financent des mouvements hostiles aux droits des femmes, celles qui utilisent la souffrance des victimes pour réduire la souveraineté française. Nous, au Rassemblement national, nous choisissons le réalisme, la cohérence et la protection, tout simplement.